Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence à ce troisième cours consacré cette année au bébé statisticien et à l'hypothèse que le cerveau du jeune enfant réalise des statistiques peut-être bayésiennes. Et aujourd'hui, nous allons parler donc des bases cérébrales de l'apprentissage de régularité statistique chez le très jeune enfant. Dans le cours de la semaine dernière, je vous avais présenté quelques données, notamment issues des travaux de Luca Bonatti et Arnaud Teglas, qui suggérait que dès un très jeune âge, dès la première année de vie essentiellement, le jeune enfant utilise des statistiques pour créer des modèles internes du monde extérieur. Il internalise en fait les régularités du monde extérieur et cela suppose qu'il soit sensible aux statistiques du monde extérieur. Donc on avait vu qu'il était capable en particulier d'anticiper sur la sortie d'une balle, d'une urne par exemple, et que la surprise qui était manifestée dans son regard reflétait un certain calcul des probabilités. Donc on peut penser que le cerveau de l'enfant génère des modèles internes de plus en plus précis du monde extérieur. On avait vu d'ailleurs que l'activité spontanée du cerveau converge vers les statistiques évoquées par les entrées du monde extérieur et que donc ce cerveau génère également, sur la base de ces modèles internes, des anticipations qui vont être à la base de la réponse de surprise comportementale, et on va le voir aujourd'hui, qui vont être à la base de réponses cérébrales liées à la surprise, ce qu'on peut appeler un signal d'erreur de prédiction. Dans le cours de l'année passée, je vous avais parlé des données qui sont extrêmement nombreuses chez l'adulte, et également chez l'animal, comme ici dans ce travail de Meyer et Olson, qui suggèrent qu'une très grande part des réponses cérébrales évoquées par des stimuli peuvent être comprises comme des signaux d'erreur. Dans cet exemple ici, par exemple, le fait que la deuxième image soit prédite ou ne soit pas prédite par les stimuli précédents change complètement la nature de la décharge des neurones. Les neurones déchargent beaucoup plus lorsque l'image est non prédite que lorsqu'elle est prédite. La prédiction diminue la réponse des neurones. Et nous avions vu l'an dernier, je vous renvoie là encore au cours de l'an dernier, je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais nous avions vu, à travers les travaux notamment de Catherine Vacogne au laboratoire, dans un travail collaboratif avec Jean-Pierre Changeux et moi-même, qu'il était possible de rendre compte de ces effets qui sont traditionnellement décrits comme des effets d'adaptation, mais qui sont en fait des effets de prédiction. Il était possible d'en rendre compte avec un modèle neuronal assez simple, que je reprends ici, qui montre que en fait, le cerveau, qui suppose que le cerveau compare les entrées sensorielles qu'il reçoit avec un modèle interne prédictif, que cette comparaison se situe peut-être déjà au niveau de la couche 4 dans le cortex. Par le biais de neurones inhibiteurs, il y a une soustraction qui se produit entre les entrées sensorielles et la prédiction, et c'est donc un signal de différence, un signal d'erreur qui serait transmis ensuite et qui permet d'adapter le modèle. Donc cette vision d'un cerveau prédictif et de signaux neuronaux qui sont des erreurs de prédiction se retrouve dans une série de travaux très différents, notamment ceux de Carl Friston, dont on avait parlé l'an dernier, mais aussi ceux plus anciens de Mumford, de Rao et Ballard. Et ce modèle est maintenant bien établi chez l'adulte. La question qui va nous occuper aujourd'hui, c'est celle de savoir si un tel système, une telle architecture fondée sur la propagation d'erreurs de prédiction et un système, un modèle interne prédictif existe déjà chez le très jeune enfant. Et donc, le cerveau du bébé génère-t-il des attentes et code-t-il pour des erreurs de prédiction? Alors, je vais parler beaucoup aujourd'hui des travaux d'une équipe du laboratoire, celle de Ghislaine de Halle-Lamberts, mon épouse, qui a fait beaucoup de travaux sur l'imagerie cérébrale du nouveau-né. Et à l'époque, ici, dans ce premier article en 1994, il n'était pas courant de faire l'imagerie cérébrale du nouveau-né. Au départ, la technique de choix était l'électroencéphalographie. Il est devenu possible d'utiliser d'autres techniques, j'en parlerai brièvement tout à l'heure. Donc ici, vous voyez ce bébé qui est équipé d'un casque à électrodes, à l'époque 64 électrodes, ce qui était déjà une assez haute densité. On peut maintenant passer à 128 électrodes. Et l'objectif de l'étude ici, c'est de regarder si le bébé était déjà capable, à quelques mois de vie, de reconnaître la différence entre plusieurs syllabes. 16 bébés de 3 mois avaient été testés. Et le paradigme était le suivant, il consistait à adapter l'enfant à la répétition de la même syllabe, une syllabe tous les 600 millisecondes, ba, 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 et puis, à certains essais seulement, la dernière syllabe pouvait être différente, ba, 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 ga, ou bien on continuait avec la même syllabe identique à la précédente. Le dessin expérimental doit toujours, dans ces conditions, être équilibré. Il ne s'agit pas de regarder
la différence de traitement dans le cerveau entre la syllabe ba et la syllabe ga, mais il s'agit, toute chose égale par ailleurs, de regarder si la nouveauté d'une syllabe crée un signal spécifique dans le cerveau. C'est pour ça que la moitié des bébés étaient habitués avec la syllabe ba et passaient à ga, et l'autre moitié était habituée à la syllabe ga et passait à ba. Donc en moyenne, c'était la même syllabe dans toutes les conditions, mais la question était de savoir s'il y avait une réponse à la nouveauté. Et les résultats étaient extrêmement caractéristiques. Vous voyez ici le signal sur une électrode, mais c'était visible sur de nombreuses électrodes. On peut littéralement suivre l'évolution du décours temporel de cette expérience ici, dans les potentiels évoqués. Donc vous avez chacune des 5 syllabes. On voit très bien que la première syllabe qui vient après un blanc n'est pas prédite, et donc peut-être c'est pour cela qu'elle donne un signal très intense. Très vite, pour la deuxième, on voit une adaptation forte. Donc là, une réduction du signal très forte dès la deuxième syllabe, troisième syllabe, quatrième syllabe, et voilà la cinquième qui peut rester identique, c'est la courbe bleue, ou bien changer, c'est la courbe rouge, et nous avions pu distinguer à l'époque 3 étapes successives de traitement. Vous voyez qu'il y a un premier pic, qui est assez net ici, vers 200 millisecondes, qui montre une adaptation, mais qui ne montre pas de réponse au changement, qui ne remonte pas au moment du changement. Donc probablement un traitement auditif simple, mais qui ne permet pas de discriminer les syllabes ba et ga. De façon très intéressante, il y a un deuxième pic qui lui montre aussi une adaptation, mais qui récupère à un très haut niveau, pratiquement le même qu'au départ, lorsque la syllabe change. Et ça crée donc une différence tout à fait significative de topographie qui nous montre que le cerveau du bébé de 3 mois, ici, est capable de détecter la nouveauté et de manifester en quelque sorte une surprise, mais cette fois-ci une surprise au niveau cérébral. Et puis, il y a une réponse tardive, qui se voit assez bien ici, ça devient négatif, et qui est un peu plus difficile à détecter, puisqu'elle est beaucoup plus étalée dans le temps, mais qui est quand même une deuxième manifestation de la réaction du cerveau de l'enfant à la surprise d'avoir une syllabe inattendue au milieu d'une série de syllabes attendues. Je reviendrai dans quelques instants sur les caractéristiques de cette réponse tardive. Mais donc, on voit par cette expérience qu'il est possible de mesurer chez le jeune enfant le même genre de réponse, de nouveauté, en particulier ce qu'on appelle la mismatch négativité ou mismatch response, c'est-à-dire la détection d'une anomalie dans une série temporelle, et ceci chez le bébé de 3 mois. Alors, est-ce qu'il faut attendre 3 mois, ou bien est-ce que le cerveau encore plus jeune fait déjà de telles statistiques? Eh bien, Ghislaine avait été testé des enfants nouveau-nés, donc de quelques jours seulement, et testés d'ailleurs alors qu'ils étaient endormis, stimulés par un paradigme extrêmement similaire, papa-pata, ici, avec seulement 3 syllabes d'habituation et une 4e qui dévie, et vous voyez que même ces nouveau-nés de quelques jours montrent une réponse à la nouveauté tout à fait caractéristique, donc on voit bien cette différence entre la syllabe nouvelle en rouge et la syllabe ancienne en bleu, présentée en dernier ici. Et de façon très intéressante, cette réponse à la nouveauté existe qu'il y ait ou non un changement de voix de la personne. Donc on voit déjà une première caractéristique ici d'abstraction de cette réponse. Le cerveau du nouveau-né est déjà capable de reconnaître le changement de syllabe, même s'il y a eu en plus un changement de voix. Et il y a donc une certaine forme de catégorisation qui a lieu dans le cerveau du nouveau-né ici. La question qui se pose est de savoir évidemment si ce mécanisme de détection de la nouveauté est en place peut-être de façon complètement innée, déterminée génétiquement, et peut-être donc encore plus précocement qu'à l'âge standard de la naissance à terme. Et c'est la question dont je parlerai dans un instant, mais je vois que je me trompe dans l'ordre de mes diapositives, donc je vais en reparler dans un instant. Mais d'abord, une question importante ici, pour ce qui est des modèles prédictifs, c'est s'agit-il d'une simple habituation ou s'agit-il d'un réel apprentissage de la séquence temporelle? Le paradigme précédent ne permet pas de faire cette distinction. Vous voyez qu'on pourrait penser que le cerveau de l'enfant s'adapte tout simplement à la répétition et que peut-être ce n'est à peine un mécanisme d'apprentissage, c'est tout simplement un phénomène basal, standard, de détection de la répétition et de fatigue peut-être du système à la répétition. Alors est-ce qu'on peut montrer qu'en fait à cet âge, le cerveau de l'enfant est déjà sensible à des séquences temporelles particulières? Eh bien, les travaux avec l'électrophysiologie sont en cours, donc j'en parlerai pas, mais l'an dernier, dans le séminaire, j'avais reçu Jenny Safran,
qui nous avait parlé d'un paradigme comportemental qui montre bien que l'enfant, dans la première année de vie, est tout à fait capable d'apprendre des séquences temporelles et probablement ça se produit dès la naissance. Vous vous souvenez peut-être de ce qu'elle nous avait présenté, c'est un article tout à fait classique qui est paru dans Science en 1996, extrêmement cité, d'ailleurs cité plus de 2000 fois, donc un article très influent, dans lequel elle présentait aux enfants des séquences de syllabes qui cette fois-ci n'avaient plus de répétition, mais consistait en sous-éléments répétés, qu'elle appelait des mots. Donc voilà. Est-ce qu'on peut avoir le son, s'il vous plaît? Alors vous entendez que ces sons sont générés par ordinateur, mais la séquence n'est pas aléatoire. Et si vous l'entendiez pendant plusieurs minutes, vous détecteriez facilement qu'il y a en fait 4 séquences de 3 mots qui ont été ici mis par écrit. Hein. Donc la syllabe to est toujours suivie par la syllabe qui elle-même est toujours suivie par la syllabe bou. Donc ça crée une séquence dans laquelle les probabilités de transition sont 1. C'est toujours ces transitions-là qui surviennent. Par contre, aux frontières entre les mots, la syllabe bou peut être suivie de n'importe lequel des 3 autres mots, et donc il y a une probabilité de 1/3 que cela se suive par la syllabe gi. Donc la transition bou-gi est moins probable que la transition to-ki. Mais évidemment, ceci, pour un bébé particulier, peut être changé d'un bébé à l'autre. Alors, la question, c'est est-ce que les enfants sont sensibles et sont capables d'apprendre ce type de séquence qui, cette fois-ci, ne pourrait plus s'expliquer par une simple adaptation, mais nécessite une internalisation des transitions de probabilité. Et donc, pour le tester, comme il s'agit ici d'une expérience comportementale, on les fait ensuite écouter des chaînes de syllabes qui sont soit des mots de la séquence initiale, donc ils entendent en isolation Tokibu ou bien Gi-Koba, soit dans une première expérience des séquences aléatoires de syllabes, donc on reprend 3 syllabes mais on les arrange différemment, aléatoirement, et dans l'expérience 2, un peu mieux contrôlée, un peu plus intéressante, on prend ce qu'on appelle des parties de mots, part words en anglais, c'est-à-dire on prend la fin d'un mot et les 2 syllabes du mot suivant, par exemple, bou-gi-ko. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose que l'enfant a entendu au cours de l'expérience, mais la probabilité de transition est seulement d'1/3 pour les 2 premières syllabes. Et donc c'est quelque chose qu'il a entendu, mais avec des statistiques finalement moins puissantes, moins fortes que le mot tout entier. Et dans les 2 cas, on regarde pendant combien de temps l'enfant regarde. En fait, l'expérience est arrangée de sorte que tant que l'enfant regarde un haut-parleur, le haut-parleur va diffuser ce mot à intervalles réguliers. Et donc la durée du regard nous donne une idée de la surprise de l'enfant, comme d'habitude. Hein. Et le résultat très clair, c'est que l'enfant regarde plus longtemps les stimuli qui sont nouveaux, c'est-à-dire ceux qui ont été jamais dans l'expérience 1 ou rarement dans l'expérience 2 entendus au cours de la petite partie d'apprentissage. Donc quelques minutes d'apprentissage suffisent à l'enfant pour internaliser des statistiques sur des séquences et détecter la nouveauté dans des séquences qui ne respectent pas les probabilités initiales. Là encore, bon, cette expérience de Jenny Safran est faite chez les enfants de 8 mois. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a un âge bien particulier auquel cette compétence apparaît, ou bien est-ce qu'elle existe dès la naissance? Et l'expérience de Safran a été menée par des collègues, et notamment Ristona Atanen, chez des nouveau-nés, mais je préfère vous parler d'une expérience qui me paraît encore plus solide dans la modalité visuelle, pour vous montrer aussi que la modalité sensorielle n'a pas l'air de compter. Il semble bien que toutes les modalités sensorielles de l'enfant soient capables de faire de telles statistiques. Et donc ici, dans un article récent de Cognition dans la modalité visuelle, les auteurs testent des nouveau-nés avec une séquence visuelle de formes qui présente les mêmes caractéristiques de statistiques que l'expérience de Safran. C'est un tout petit peu plus simple dans la mesure où il y a des paires, vous voyez, donc il y a soit 6 formes pour un groupe de bébés, soit 4 formes pour un autre groupe de bébés, et les formes s'enchaînent pour former des paires, donc le carré est toujours suivi de la croix, le rond est toujours suivi du triangle. Par contre, la transition entre la croix et le rond est de seulement 1/2 ici. Donc on crée une séquence dans laquelle les probabilités sont manipulées de la même manière que précédemment, et on teste 48 nouveau-nés de 1 à 3 jours. On les habitue pendant seulement 1 minute avec cette séquence, hein, donc c'est un apprentissage extrêmement rapide. Et après 1 minute d'habituation, si on peut dire, d'internalisation de la séquence, eh bien, les enfants regardent plus longtemps une séquence aléatoire que la séquence avec laquelle ils ont été exposés au départ. Le résultat, toutefois, n'est obtenu que pour la séquence la plus simple ici. Donc 6 formes
au moins pour une exposition d'1 minute, ça dépasse la capacité statistique de l'enfant. Il est clair que le nombre d'expositions a dû être diminué ici, mais 4 formes, eh bien, on obtient ce résultat donc, de discrimination positive. Donc il semble bien que dès la naissance, vraiment dans les tout premiers jours, sinon les premières heures de vie, le cerveau de l'enfant est déjà suffisamment en place pour réaliser ce type de statistiques et que, comme on va le voir dans un instant, ce type de statistiques joue un rôle fondamental dans la structuration des représentations mentales de l'enfant. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, la question est de savoir finalement si l'on peut remonter encore plus tôt dans le temps. Et alors il faudrait pouvoir tester les enfants in utero, ce qui n'a pas encore été fait pour l'instant à ma connaissance, mais il est également possible de tester les enfants prématurés et d'appliquer exactement les mêmes paradigmes chez les enfants prématurés. Là encore, ce sont des travaux qui sont en cours, et notamment en collaboration entre le laboratoire, donc Ghislaine Dunn-Lamberts, et puis Fabrice Valois et son équipe à l'université d'Amiens. Et pour tester des petits prématurés, vous allez voir qu'il faut mettre en place une technique particulière, mais je voudrais d'abord insister sur le fait que si on teste des enfants comme ici, avec une moyenne d'âge de 31 semaines de gestation, entre 28 et 32 semaines, le cerveau, c'est pratiquement l'âge le plus précoce auquel on puisse tester quoi que ce soit dans le cerveau de l'enfant, en tout cas dans le cortex de l'enfant, puisque si je démarre cette animation ici, vous voyez qu'on en est au premier stade de déplissement, ou plutôt du plissement du cortex de l'enfant. Donc sur cette animation ici qui est réalisée par Jessica Dubois et François Leroy au laboratoire, vous voyez une animation raccordant différents stades d'imagerie cérébrale du plissement du cortex de l'enfant, et à 32 semaines, on en est encore à ce stade où le cerveau est assez lisse, les premiers sillons se mettent en place, la migration neuronale n'est pas encore achevée. Donc ça, c'est assez stupéfiant de voir qu'on va enregistrer des réponses corticales alors que la migration neuronale n'est pas encore achevée. Les neurones, vous savez, doivent migrer pour rejoindre leur position dans le cortex et s'arrêtent dans une position intermédiaire qu'on appelle la sous-plaque ici. Et donc, entre 28 et 32 semaines, beaucoup de ces neurones sont encore présents dans la sous-plaque et vont devoir rejoindre leur position un petit peu plus tard. Et malgré tout, des connexions thalamiques sont déjà en place en direction de la couche 4. Il existe déjà un certain nombre de synapses, même si on ne connaît pas encore très bien, on n'a pas beaucoup de données sur cette étape de développement, mais il existe des synapses cortico-corticales qui commencent à former le circuit typique de la colonne corticale, et il n'est pas totalement exclu donc que ce circuit soit déjà fonctionnel. Et d'ailleurs, on peut enregistrer dès cet âge des EEG, simplement, comme vous le voyez, ces EEG tout à fait étonnants présentent parfois des périodes de silence complet, isoélectrique, et puis d'autres périodes avec une organisation spontanée de l'activité qui est plus complexe. Donc, question qui est posée ici dans cette recherche toute récente, qui va, j'espère, être publiée dans les semaines qui viennent. Je remercie les auteurs de m'avoir autorisé à la présenter aujourd'hui. Est-ce que le cerveau du très jeune enfant, à cet âge, est déjà capable de discrimination ? Pour le savoir, on peut utiliser le EEG, c'est un travail qui est en cours, mais il existe une autre méthode qui est développée de façon prépondérante pour l'étude du développement du cerveau et qui s'appelle l'imagerie en proche infrarouge. Et je voulais vous en parler aussi sous un angle méthodologique. Ces méthodes sont en quelque sorte, si on peut dire, l'IRM fonctionnel du pauvre, ou du pas si pauvre, parce que ce sont des méthodes de haute technologie et assez coûteuses également, mais elles vont aller mesurer simplement par le biais de la lumière infrarouge le degré d'oxygénation du sang dans les régions sous-jacentes du cerveau, donc sous-jacentes à une série de capteurs. Donc on va placer une série de capteurs ici, on va injecter de la lumière infrarouge qui va dans une certaine mesure réussir à pénétrer la surface du scalp, l'os, aller se promener dans les régions corticales sous-jacentes, et la lumière va être récupérée par une série de capteurs pas trop loin, de manière à récupérer quand même une fraction de cette lumière. Alors évidemment, cette méthode est particulièrement adaptée pour le tout petit enfant, chez qui l'épaisseur du crâne est beaucoup plus mince que chez l'adulte, et la transparence est aussi beaucoup plus grande. Et on va pouvoir, par le biais de l'utilisation de certaines longueurs d'onde, mesurer la concentration en hémoglobine oxygénée et déoxygénée. Et à partir de là, on se retrouve avec un signal cérébral qui est un petit peu comme le signal BOLD en IRM fonctionnel, c'est-à-dire un signal qui reflète indirectement l'activité cérébrale par le biais de l'oxygénation du sang.
Donc, le grand intérêt de cette technique, c'est qu'elle est très peu invasive, hein, puisqu'il s'agit simplement d'appliquer un dispositif très léger qui envoie de la lumière infrarouge, avec des doses tout à fait faibles. Donc, il s'agit essentiellement d'éclairer la tête de l'enfant. Et un autre intérêt de cette méthode, c'est qu'on peut avoir une résolution temporelle extrêmement fine, puisqu'il s'agit d'informations lumineuses. Elles peuvent être digitalisées à une fréquence extrêmement élevée. Par contre, la précision spatiale est limitée par l'organisation des capteurs. Et vous voyez ici le dispositif mis en place par Fabrice Valois et son équipe, qui consiste à avoir essentiellement des points d'enregistrement sur la région temporale gauche, temporofrontale gauche, et également l'équivalent sur l'hémisphère droit. Donc c'est plus difficile d'avoir une imagerie tomographique complète, je dirais, du cerveau. Alors, cette méthode étant similaire à l'IRM fonctionnel, il est préférable d'utiliser un dessin expérimental en bloc, et c'est ce qu'ont fait les expérimentateurs ici. Donc, le bébé entend des blocs dans lesquels on entend soit toujours la même syllabe, donc ba, 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 soit il y a des blocs dans lesquels il y a des changements de voix avec laquelle cette syllabe est prononcée, et d'autres blocs dans lesquels il y a un changement du phonème. Donc, de temps en temps, on entend un ga à la place d'un ba. Donc la même logique que tout à l'heure, mais avec des blocs, et on mesure l'activation à l'ensemble du bloc. Alors je vais vous montrer le déroulé de l'activation cérébrale dans ces conditions. Donc on le reprojette ensuite sur le cerveau reconstruit d'un des enfants. Hein, et on peut donc faire une animation où on déroule l'activation reconstruite seulement dans ces régions où on dispose de données. Les autres régions, où on n'a pas de données. Hein. Ici en bas, vous avez le déroulé temporel et vous voyez que j'ai arrêté le film juste avant que le stimulus ne démarre ici. Donc il y a une période de blanc, le stimulus démarre, on va avoir une grosse activation, mais elle est particulièrement forte, comme vous pouvez le voir, dans la condition du haut, qui est la condition de changement de phonème. Et elle existe aussi dans la condition de changement de voix et dans une moindre mesure dans la condition centrale ici, qui est celle de la répétition de la même syllabe. Donc on voit très bien qu'on n'a pas le même niveau d'activité lorsqu'on adapte l'enfant à la même syllabe et lorsqu'on change de syllabe. Sur la diapositive suivante, on peut montrer ces données en fonction du temps. Donc vous voyez ici l'axe temporel en secondes, la montée de ces activations dans différentes régions, ici des deux lobes temporaux et de la région frontale inférieure gauche. Vous voyez que dans ces trois régions, il y a une réponse beaucoup plus rapide et beaucoup plus ample lorsqu'il y a changement de syllabe que lorsqu'il n'y a pas changement de syllabe. Donc ça veut dire qu'avec une moyenne d'âge de 31 semaines de gestation, le cerveau est déjà capable de réagir de façon différentielle, de s'adapter, si on peut dire. C'est tout ce que montre cette expérience pour l'instant. Hein. Il ne s'agit pas de statistiques sophistiquées, mais répétition versus changement, c'est quelque chose que le cerveau est capable de détecter à cet âge-là. Et il est très intéressant de voir que différentes régions du cerveau ne répondent pas de la même manière aux différents types de changements. Donc on voit déjà une réponse plutôt de la région frontale inférieure gauche pour le changement de phonème et du cortex frontal inférieur droit pour les deux types de changements. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs expériences à un âge plus tardif. La région frontale droite a l'air de se comporter comme un détecteur plus générique de la nouveauté, tandis que peut-être il y a une spécialisation déjà à cet âge pour les entrées linguistiques et la discrimination des syllabes dans les régions frontales inférieures gauche. Vous voyez qu'on peut dire des choses sur la spécialisation de l'enfant dès cet âge. Ça correspond bien à d'autres données dont on dispose en IRM fonctionnel, mais cette fois-ci chez l'enfant de 2 mois, qui montrent que le circuit de traitement du langage se met en place de façon très précoce. Mais ici, j'insiste sur le fait qu'il y a un aspect aussi de réponse à la nouveauté qui est extrêmement précoce. Alors, dans la suite du cours, je vais m'intéresser à la question de savoir à quel point ces réponses sont abstraites. Bon, on a vu que le cerveau du nouveau-né était déjà capable de répondre à des changements de syllabes, quel que soit le locuteur. Il peut y avoir différents degrés d'abstraction dans les réponses linguistiques. L'une des manières de poser cette question, c'est de se demander s'il y a une réponse catégorielle chez l'enfant de quelques mois. Vous savez que la perception des syllabes du langage est catégorielle, c'est-à-dire que même si on génère les stimuli sur un continuum, par exemple, on peut créer un continuum qui va de ba à da, en changeant la pente du premier formant dans la synthèse vocale de ces syllabes, et c'est un des indices principaux dans les stimuli naturels ba et da. Donc on va créer tout un continuum physique de stimuli, mais la perception du sujet, n'importe lequel d'entre nous, c'est qu'il y a une frontière très nette. Tous ces stimuli-là sont perçus comme ba, et tous ces stimuli-là sont perçus comme da. Alors, étant donné cet état de fait, on peut se poser la question, est-ce que la réponse à la nouveauté est sensible à la physique, aux différences physiques entre les stimuli, ou est-ce qu'elle est déjà sensible à un niveau d'abstraction supplémentaire qui est la catégorie syllabique perçue?
Pour le savoir, eh bien, il suffit simplement de répéter comme contrôle toujours la même syllabe, celle-ci, et puis de contraster deux types de changements, soit à l'intérieur de la catégorie, donc on va venir de cette syllabe-ci vers celle-là, ou bien venir de cette syllabe-ci vers celle-là, ce qui va changer de catégorie. Je vais vous faire écouter ces stimuli. Écoutez attentivement parce que la différence est subtile, hein, ce sont des stimuli synthétiques, donc minimalement différents. Alors j'espère que vous n'avez pas perçu de changement. Là, c'est la condition verte, donc vous avez eu un changement physique du stimulus, mais dans la mesure où il est à l'intérieur de la même catégorie, on ne le perçoit pas. Je vais le rejouer. En principe, on entend plus ou moins ba, 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 ba. On entend que ce n'est pas parfait, hein, ce sont des stimuli synthétiques. Maintenant, voyez l'autre changement, le changement physique. Bon. J'espère que vous avez entendu le changement de syllabe. Moi, je dois dire d'ici, je l'entends à peine. Mais en principe, on entend da, 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 et le dernier est un ba. Voilà, il a franchi la frontière de catégorie. Vous voyez que ce sont des choses subtiles, hein, mais qui ont été réalisées chez l'adulte de nombreuses fois, d'ailleurs à la fois sur le plan comportemental et sur le plan électrophysiologique, et qui montrent que la mismatch négativité chez l'adulte, donc cette réponse au changement de syllabe, est sensible au franchissement d'une catégorie syllabique. Alors en est-il de même chez le très jeune enfant? Eh bien oui, à quelques mois de vie, à 3 mois de vie, on voit déjà des réponses catégorielles. Alors ce n'est pas une énorme différence, hein. Vous voyez toujours l'habituation de ce signal, la condition contrôle ici au milieu, le changement intracatégorie et le changement intercatégorie. Et on peut montrer que le changement intercatégorie est un petit peu plus grand que le changement intracatégorie. Et donc, ça suggère que déjà à cet âge, il y a un début, sinon l'organisation complète de la réponse catégorielle aux syllabes. Alors, peut-être plus intéressant, à quel point est-ce que ces réponses de nouveauté sont unimodales, propres à la modalité d'apprentissage, par exemple auditive, ou bien est-ce que déjà à cet âge, il y a une forme d'intégration plurimodale qui ferait que le cerveau du jeune enfant serait capable d'intégrer des informations visuelles et des informations auditives? Il est clair que la parole est l'exemple même d'un stimulus multimodal où on voit la personne parler, la bouche articule et en même temps on entend le son correspondant. Donc on peut penser que l'enfant dispose de nombreuses entrées statistiques qui lui permettent d'apprendre ce type de corrélation. Mais est-ce qu'il le représente déjà? Alors ici, chez des bébés de 10 semaines, Davina Bristow, toujours avec l'équipe de Ghislaine Dehaene-Lamberts, a testé cette hypothèse en créant un paradigme dans lequel certains essais sont unimodaux et d'autres sont crossmodaux, donc visuels auditifs. Donc en dernier, l'enfant entend toujours une syllabe. En l'occurrence, ici, c'est une voyelle qui est soit A, soit I. Mais dans un bloc, la présentation est unimodale dans le sens où l'enfant entend la syllabe, alors que visuellement, il voit un visage, mais la bouche est masquée et l'enfant ne peut pas voir donc l'information sur l'articulation. Il y a un masque chirurgical ici sur la bouche. Donc l'idée, c'est que les conditions sont rendues les plus similaires possibles et l'enfant est très attiré par les visages, donc il regarde attentivement, mais visuellement, il n'a pas d'information sur la syllabe. Par contre, auditivement, il entend, comme tout à l'heure, A, ou bien A, I. Et on va regarder s'il y a une différence entre ces deux essais. Maintenant, la condition clé, c'est celle d'en bas. La bande son est silencieuse, il n'y a pas de son, mais l'enfant voit quelqu'un qui, avec sa bouche, articule de façon silencieuse soit le son A, soit le son I. Ces sons ont été choisis parce qu'ils sont suffisamment différents. La bouche fait un mouvement très différent suivant qu'on fait A ou qu'on fait I. Et la question, c'est est-ce qu'il va y avoir une réponse à la nouveauté lorsqu'on entend le son I après avoir vu, comme ici, 2 fois, la bouche faire le son A, mais sans entendre quoi que ce soit. Si oui, il y aura une intégration cross-modale. Alors, la réponse est oui. Le cerveau de l'enfant de 10 semaines réalise déjà ce type d'intégration. En fait, il y a pratiquement le même genre de réponse et la même topographie, la même mismatch negativity dans les deux conditions. Vous voyez que dans la condition d'en haut, le son dévie des sons précédents, c'est la condition unimodale, et on retrouve cette réponse à la nouveauté. On voit bien ici le potentiel évoqué auditif bilatéral, hein, donc avec une positivité en avant chez le très jeune enfant, une négativité en arrière, et donc probablement un dipôle qui se situe entre les deux. Et vous voyez que la condition incongruente génère une activation plus grande, la positivité est plus grande à droite, la négativité est plus grande à gauche, qui suggère une latéralisation qui serait plutôt dans l'hémisphère gauche ici. Et la condition cross-modale est en dessous, et que les réponses sont très similaires, la topographie évoquée est virtuellement la même, et si quelque chose, la réponse est encore plus ample.
Donc, quelque part, l'enfant réalise que le son A devrait sortir d'une bouche qui fait A. En fait, il y a beaucoup de données, même encore plus précoces, qui suggèrent une intégration plurimodale chez le jeune enfant, une capacité d'imitation, par exemple, et donc, finalement, une possible fusion des modalités dès un âge très précoce. Dans une deuxième expérience, et je pense que c'est une qualité de cet article que de répliquer soigneusement les résultats, les chercheurs reprennent la condition cross-modale en ajoutant également un changement dans le sexe du locuteur, donc la voix qui est entendue. Donc les conditions sont les suivantes. Vous avez un homme ici qui articule soit le son A, soit le son I, ou bien une femme qui articule le son A ou le son I 2 fois. La bande son est totalement silencieuse, et puis le test, évidemment, c'est la réponse à la syllabe entendue. Est-ce qu'elle est congruente ou pas avec la stimulation précédente? Et là encore, les résultats sont assez clairs. Il existe une mismatch négativité, une réponse à la nouveauté. On voit très bien que cette réponse est plus ample ici lorsqu'il y a un changement de voyelle que lorsqu'il n'y a pas de changement de voyelle. Et alors ce qui est intéressant, c'est que les auteurs peuvent réaliser un modèle des sources corticales. Ça, c'est une avancée méthodologique récente, encore sujette à caution, puisque vous savez qu'il y a un problème méthodologique dans cette imagerie cérébrale avec les potentiels évoqués, c'est de passer des enregistrements qui sont à la surface du scalp à une inférence sur l'organisation cérébrale à proprement parler. Où se trouve l'activation qui a conduit à ces enregistrements au niveau du scalp? Ce n'est pas un problème facile, c'est d'ailleurs un problème qui est mal posé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs solutions possibles, mais si on dispose d'un bon modèle de l'organisation du cortex, c'est-à-dire du plissement du cortex, et si on dispose d'un bon modèle de la conductance de la tête et des différentes parties qui la composent, et du crâne en particulier, qui est un isolant, eh bien on peut créer un modèle inverse et tenter une projection donc des sources qui ont conduit à cet effet. Et alors là, les auteurs ont observé quelque chose d'intéressant qui demandera à être confirmé, mais c'est que le cortex auditif primaire qui est ici au milieu ne montre pas de réponse à la nouveauté. Les régions temporales qui sont impliquées, et particulièrement dans l'hémisphère gauche, dans le traitement des informations phonologiques, montrent une réponse très nette à la nouveauté, avec ce phénomène donc de réduction de l'activation lorsque la syllabe est attendue, et d'augmentation de l'activation lorsque la syllabe est inattendue. Donc ça, c'est le phénomène classique d'adaptation et de réponse augmentée à la surprise. Mais ce qui est intéressant, c'est que les régions frontales inférieures gauche, ici, montrent le phénomène exactement inverse. Donc si ce modèle de source est valide, peut-être est-ce que cela pointe déjà vers cette organisation de plusieurs systèmes, un système qui reçoit les prédictions et qui donc diminue son activité lorsque tout colle, lorsque les entrées qu'on reçoit correspondent avec les prédictions, et puis un autre système peut-être situé dans le cortex frontal ici qui envoie ces prédictions et qui donc doit réviser ses prédictions et montre l'activation exactement inverse, une activation plus grande lorsqu'il y a une situation de congruence. Alors, dans cette étude, comme vous l'aviez vu, il y avait à la fois, je vais revenir peut-être au design parce que ça fait déjà quelques minutes que je l'ai montré, mais il y avait à la fois donc le changement de voyelle entre la partie visuelle et la partie auditive, mais également la possibilité d'un changement de voix du locuteur, c'est-à-dire que la syllabe pouvait être congruente phonologiquement, mais après avoir été adaptée au visage mâle, ici, on entendait le son prononcé par une voix de femme, ou bien inversement, après habituation au visage de femme, on entendait la voyelle prononcée par une voix d'homme. Eh bien, ce changement-là aussi, orthogonal donc au changement de phonème, conduit à une réponse du cerveau du bébé, et de façon assez intéressante, les deux changements donc, de voix et de phonème, m'excuse si ce n'est pas bien étiqueté ici, mais ici c'est le changement de phonème qu'on vient de voir, ici c'est le changement de voix, les deux changements correspondent à des topographies assez différentes des sources, avec, c'est un résultat assez classique, le cortex frontal droit, comme tout à l'heure chez le prématuré, qui a tendance à répondre de façon beaucoup plus prépondérante au changement de voix ici, et inversement, une latéralisation plutôt à gauche pour les changements de phonème. Donc, une organisation différenciée qui ressemble à celle de l'adulte, c'est-à-dire que différentes aires corticales se spécialisent pour des nouveautés d'origine différente. On peut imaginer que chaque aire cérébrale extrait un paramètre distinct du signal et est sensible au changement, à la nouveauté, au caractère non prédit de certains de ces signaux. Et dans une certaine mesure, le cerveau du bébé semble déjà organisé de cette manière-là.
On peut aller un petit peu plus loin et se demander si une hiérarchie de prédiction existe dans le cortex. Et là, je voudrais vous rappeler ce que j'avais présenté dans le cours de l'an dernier, ce paradigme qu'on avait appelé également paradigme local-global, qui permettait de tester une hiérarchie de prédiction et qui a été développé dans le laboratoire par Tristan Beckenstein au départ et ensuite par toute une série de collaborateurs. Alors, je vous rappelle comment ça fonctionne. Ici, j'illustre le paradigme standard de réponse à la nouveauté. Voilà, ça vous réveille un peu et notre cerveau collectivement a généré une énorme mismatch négativité parce que les 4 premiers sons se répètent et puis le 5e est complètement différent et donc la réponse au 5e est celle d'une mismatch négativité. Mais l'astuce du paradigme que je vous propose maintenant, qu'on a étudié avec Tristan Beckenstein, consiste à répéter cette séquence. Alors là, je vous ai entendu sourire, parce qu'il y a effectivement une nouveauté, il y a une nouvelle nouveauté en quelque sorte, et la nouveauté, dans ce cas précis, c'est qu'il n'y a plus de nouveauté, si on peut dire. Donc on peut parler d'un deuxième niveau, d'un niveau méta. C'est l'absence de changement qui constitue le changement, n'est-ce pas ? Ce n'est pas trivial de penser que le cerveau est capable de répondre à une séquence parfaitement monotone, mais parce qu'il attendait autre chose, il y avait un autre modèle interne, il pense que c'est quelque chose de nouveau. Oui. Donc on s'est intéressé à ce paradigme hiérarchique et on peut évidemment compléter le paradigme avec la séquence correspondante dans laquelle pendant quelques minutes on habitue à une séquence monotone, et évidemment la séquence, cette fois-ci, est doublement nouvelle. Elle est nouvelle à la fois parce qu'il y a un son final qui est déviant et parce que la séquence tout entière n'a pas été entendue auparavant. Donc la beauté de ce paradigme, c'est qu'on entend toujours la même chose à la fin, avec des probabilités différentes, et on peut séparer de façon orthogonale une nouveauté locale, est-ce que le dernier son est différent ou pas, et une nouveauté globale, est-ce que la séquence tout entière est rare dans le contexte du bloc en question. Alors, ce qui a été particulièrement intéressant dans ce paradigme, c'est de voir que ces deux niveaux de nouveauté correspondent à des systèmes cérébraux complètement différents et qui sont dissociables de très nombreuses manières. On a observé de façon absolument banale et classique que le changement local, donc la nouveauté du dernier son chez l'adulte ici, correspond à une réponse de déshabituation, donc de mismatch négativité, dans le cortex auditif. Vous voyez, ça se voit en IRM, on est capable de voir en IRM des activations très fortes à la nouveauté événementielle dans ce changement du dernier son. Ça se voit avec les potentiels évoqués. Ici, c'est une analyse des sources dans cette région et on voit très bien cette réponse à la nouveauté. Et ça se voit aussi dans des enregistrements intracrâniens, par exemple, où vous avez ici, donc chez un patient épileptique, on a une électrode qui est située pour des raisons cliniques, pour explorer l'épilepsie de cette personne, on a une électrode qui est située dans le cortex auditif, ou tout proche du cortex auditif. On voit très bien les 5 sons successifs, et si le 5e est différent des 4 précédents, vous avez cette réponse extrêmement forte à la nouveauté. Ce qui est fascinant, c'est de voir que l'autre nouveauté, elle, correspond à une topographie, une organisation complètement différente. La nouveauté globale liée au fait que la séquence tout entière est inattendue, même si elle est monotone, correspond à ce qu'on appelle une P3, une onde P300, P3B, donc postérieure, une positivité tardive ici. Il y a P300 parce qu'elle survient à peu près vers 300 millisecondes, elle a son pic un petit peu plus tard. Elle correspond en IRM fonctionnel à une activation extrêmement globale qui implique le cortex préfrontal. Et on peut la suivre donc à la fois avec les potentiels évoqués et également avec les enregistrements intracrâniens. Les recherches du laboratoire dont j'avais parlé l'an dernier ont montré que ces deux types de nouveautés sont sensibles de façon très différente à l'attention et à la conscience des sujets. Donc la première réponse est totalement insensible à la conscience. Elle demeure dans le sommeil, elle demeure dans une très large mesure, peut-être pas totalement, dans le coma. Elle demeure lorsque le sujet normal ne fait plus attention du tout, lorsqu'il fait tout à fait autre chose. Donc c'est une réponse tout à fait automatique du cerveau. Par contre, la deuxième réponse, elle, a l'air beaucoup plus sensible à la conscience des sujets, au point que nous l'utilisons actuellement dans des recherches en cours comme test possible de la conscience chez les patients en état végétatif, par exemple. On a l'impression que cette réponse ne survient pratiquement que si la personne est consciente et capable d'intégrer consciemment, peut-être dans son cortex préfrontal, dans son espace de travail global, la représentation de la règle.
Vous voyez que la règle est étendue dans le temps et donc il faut intégrer ces 5 sons dans le temps pour voir que ça fait un tout et concevoir qu'une séquence différente ne fait pas le même tout. Donc ce test pourrait être un test de la capacité d'intégration consciente du cerveau. Quoi qu'il en soit, nous sommes donc posé naturellement la question, est-ce qu'une telle hiérarchie de 2 niveaux de nouveauté peut exister chez le très jeune enfant, et ce sont des travaux tout récents, on espère bien qu'ils vont être publiés prochainement. Anaïta Bassira, dans le laboratoire, a testé 29 bébés entre 11 et 15 semaines, avec ce paradigme, donc vraiment la même logique, un bloc dans lequel le bébé est adapté d'abord à entendre 4 sons identiques tout le temps, et puis ensuite, 75% du temps, il continue d'entendre 4 sons identiques, mais 25% du temps, il entend le dernier son différent. Et puis un autre bloc de quelques minutes dans lequel le dernier son est tout le temps différent, et ensuite 75% du temps il est différent, et 25% du temps il est le même. La seule adaptation au bébé a consisté à nouveau à introduire ces visages. Vous savez que les nouveau-nés, les bébés sont très sensibles à la présence de visages, et pour conserver les enfants dans l'expérience, on leur donnait donc un visage qui fournissait ces informations de manière cross-modale. Donc à la fois la bouche et la voix fournissait une information sur le son qui était entendu. Donc vous avez ici un des anciens membres du laboratoire d'ailleurs qui articule A et ensuite I. Je crois que je peux vous faire écouter ces stimuli. Voilà. Donc même principe du paradigme local global, mais avec des stimuli qui sont peut-être plus adaptés à l'enfant. Et le résultat est très clair, les 2 types de réponses existent déjà chez le bébé de quelques mois, ici donc d'environ 3 mois. Le changement local évoque notre réponse tout à fait classique. Donc vous voyez ici, lorsque le dernier son est différent, cette réponse de mismatch qui se traduit par une différence statistique tout à fait claire, et aussi ce changement global. Alors il évoque 2 étapes en fait, de traitement. Une première amplification relativement précoce, dans laquelle on voit un petit peu la même topographie que pour le changement local, mais il est plus ample. Et on a trouvé la même chose chez le Schlutermal, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une première amplification de la réponse à la nouveauté locale, et ensuite seulement une réponse beaucoup plus tardive. Et vous voyez qu'ici, chez le très jeune enfant, au lieu d'être vers 300 millisecondes, cette réponse tardive est vraiment au-delà de la seconde. C'est quelque chose que l'on trouve de façon récurrente dans d'autres expériences, notamment avec Sid Quider, qui a réalisé une très jolie expérience dans la modalité visuelle à l'école normale supérieure. C'est que les réponses de l'enfant ont tendance à être décalées dans le temps par rapport à celles de l'adulte, ce qui pourrait correspondre au fait que le cerveau n'est pas myélinisé convenablement. Mais les réponses sont là. Fonctionnellement, les propriétés sont là. On observe bien cette séquence de 2 étapes. Donc, je peux vous le montrer d'une manière un petit peu différente ici, en regardant les électrodes qui sont sensibles donc, à la partie positive de l'effet. On voit bien le premier son, deuxième son, troisième son, le quatrième son ici. Les 2 courbes qui remontent sont exactement celles dans lesquelles le dernier son est différent. Vous voyez, ce sont les 2 courbes en pointillés ici. Alors que les 2 courbes qui restent en bas sont celles dans lesquelles le son final n'est pas différent des précédents. Donc une réponse du cortex auditif extrêmement rapide, automatique. Et on a vu tout à l'heure qu'elle pouvait être obtenue chez des bébés endormis. Donc c'est tout à fait possible de penser que, comme chez l'adulte, elle n'est pas sensible à la conscience. Ici, par contre, vous voyez l'autre type de réponse sur certaines électrodes ici au-dessus du cortex frontal gauche. Donc toujours le décours temporel de la première syllabe, la deuxième, la troisième. Et puis lorsque la quatrième arrive, eh bien, on voit très bien que si c'est un changement à la fois local et global, c'est-à-dire c'est la séquence qui se termine par un son différent et elle est rare, vous avez une réponse énorme, puisqu'il y a les 2 types de nouveautés simultanément. Mais on voit aussi que l'autre courbe en violet ici qui monte, c'est celle dans laquelle il y a une séquence parfaitement monotone, mais qui est rare dans le contexte en question. Donc le bébé était capable de repérer que cette séquence, bien qu'elle soit banale, elle est nouvelle dans le contexte qu'on lui a présenté. Et on peut là encore calculer un modèle des sources corticales plausibles de cet effet. Et c'est impressionnant en particulier de voir ici que peut-être le cortex frontal gauche répond d'une façon tout à fait particulière, tardivement, à la nouveauté globale. Donc l'organisation et la dépendance de cet effet global du cortex préfrontal pourraient exister déjà chez le très jeune bébé. Si on pense à la conscience, je pense qu'aucun d'entre vous ne sera surpris
de penser que peut-être un bébé de 3 mois attentif, éveillé, est conscient des règles qui gouvernent les stimuli qu'on lui présente. C'est intéressant peut-être plus sur le plan intellectuel de penser qu'on a maintenant une capacité de poser la question à un organisme préverbal qui n'est pas capable de rapporter s'il est conscient ou pas, ou sa perception des stimuli. Et bien par ce type de paradigme, on pourra peut-être poser cette question, est-ce qu'il y a présence ou non de conscience? Voilà. Alors, dans le contexte du cours aujourd'hui, je l'utilise surtout pour vous montrer qu'il y a une capacité d'extraction de règles, finalement, à plusieurs niveaux hiérarchiques qui est déjà présente chez le très jeune enfant. Alors, je voudrais parler maintenant, dans la dernière partie de ce cours, de la capacité d'utiliser des statistiques sur le monde extérieur pour créer des représentations encore plus abstraites et encore plus invariantes du monde extérieur. Le problème qui s'oppose à l'enfant, c'est, dans une certaine mesure, de découvrir les catégories du monde extérieur, et en particulier, même pour une catégorie qui peut-être présente une certaine prédisposition génétique, comme les visages. On sait que les bébés de quelques jours sont attirés très rapidement vers les visages, donc il y a un mécanisme qui probablement tire leur regard vers les visages, mais ensuite il y a beaucoup de choses à apprendre, et notamment reconnaître un visage de façon invariante, quelle que soit sa distance, quelle que soit sa position et quelle que soit l'orientation en 3 dimensions du visage. Alors le profil et la face d'une personne sont des stimuli visuels extrêmement différents, et c'est assez extraordinaire que notre système visuel, en quelques dizaines de millisecondes, soit capable de reconnaître la même personne, qu'elle soit vue de profil ou qu'elle soit vue de face. Et plusieurs recherches se sont intéressées, et notamment ici dans la thèse de Thea Gliga, à savoir à quel âge le jeune enfant était capable de reconnaître l'invariance entre un profil et la face d'un visage. Donc la question qui était posée ici, c'était de savoir plus précisément à quel âge les enfants savent que les yeux sont une partie du visage, même si on ne voit pas forcément les yeux sur l'image qui est présentée à un instant donné. Et l'idée tout à fait élégante était ici de continuer à utiliser ces paradigmes d'adaptation, donc de regarder la réponse à la même image représentant des yeux en fonction du contexte dans lequel elle était présentée. Est-ce que si le contexte est celui de visage humain, dans l'expérience 1 ici, il va y avoir une adaptation ensuite de la réponse à la présentation d'images des yeux? Est-ce que ça va être différent lorsque le contexte est un contexte par exemple de maison? Est-ce qu'à ce moment-là, il va y avoir une réponse beaucoup plus grande aux mêmes images représentant les yeux, puisqu'elles ne sont pas prédites par le contexte particulier qui est présenté ici? Vous voyez que dans les différentes expériences, les auteurs ici vont faire varier le contexte, et par exemple, cette expérience est déjà un certain défi pour le cerveau de l'enfant, dans la mesure où on ne voit pas les yeux, on voit des visages de profil, mais dans une certaine mesure, nous savons tous que ça prédit qu'on peut s'attendre à voir des yeux dans les secondes qui suivent. Donc est-ce que notre cerveau, est-ce que le cerveau du jeune enfant est déjà capable de faire ce type de lien dans une transition temporelle par rapport à voir des voitures, par exemple? Et dans l'expérience 3, le challenge encore plus grand sera de voir des corps humains sans tête, on ne voit pas la tête, et est-ce que le cerveau de l'enfant est capable de faire le lien avec les yeux ultérieurs? Alors l'expérience marche remarquablement bien. Dans l'expérience 1, c'est la mise en place méthodologique. Donc on présente les mêmes yeux soit dans des blocs dans lesquels il y a beaucoup de visages, soit dans des blocs dans lesquels il y a beaucoup de maisons. Et vous voyez que les réponses électrophysiologiques, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant, sont extraordinairement différentes. En fait, on peut regarder les adultes d'abord ici. Chez l'adulte, il est bien connu qu'il y a une onde qu'on appelle la N170 ou N1 ici, qui est très latéralisée à droite pour les visages et qui est massive dès qu'on présente des visages et même ici lorsqu'on présente uniquement les yeux. C'est une réponse particulière. Sa latéralisation est liée assez finement au fait qu'on présente des visages ici et elle est d'une très grande amplitude, elle est très facile à mesurer. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'elle disparaît pratiquement complètement lorsque les yeux sont présentés dans un contexte où il y a eu beaucoup de visages. Il y a une adaptation énorme de cette réponse, qui devient prédite en quelque sorte, et vous voyez que la N170 ici disparaît, alors que la réponse plus précoce, la P1, continue d'être évoquée. Donc le cerveau de l'adulte, dans ce contexte, s'habitue, et on peut dire anticipe peut-être la présentation des yeux. Mais ce qui est remarquable, c'est que le cerveau du bébé de 3 mois a l'air de déjà faire la même chose. Et que la N1 n'est pas encore latéralisée, elle est beaucoup plus globale sur les régions occipitales. La latéralisation, d'ailleurs, des visages survient assez tardivement, peut-être vers 5 ou 6 ans, ou peut-être même encore plus tard. Et on voit néanmoins qu'il y a une très belle adaptation. Donc la réponse est beaucoup plus grande lorsque les yeux sont dans le contexte de maison que lorsque les yeux sont dans le contexte de visage. Bon, dans cette expérience, les yeux sont présents. On pourrait dire que c'est juste
une adaptation d'un détecteur d'yeux, mais dans une expérience ultérieure, les auteurs font exactement la même expérience avec un bandeau sur les yeux et montrent que l'adaptation est toujours là et que donc c'est vraiment le passage du cadre du visage à l'attente des yeux qui est en jeu ici. Expérience 2, on va passer du profil du visage à la vision des yeux vus de face. Est-ce que le cerveau du bébé est déjà capable de faire cette transformation? Alors, le résultat chez l'adulte est très clair. On continue d'observer une adaptation de la N170. C'est moins marqué que tout à l'heure, donc on voit encore la N170 lorsque les yeux sont présentés dans le contexte de profil, mais beaucoup moins, elle est beaucoup plus adaptée que dans le contexte des voitures ici. Et ça, c'est les données de tout à l'heure pour référence. La N170 était pratiquement disparue. Ici, elle est juste diminuée. Alors, chez le bébé de 3 mois, les choses sont très différentes et on observe en fait que ce n'est pas cette étape initiale qui est modifiée, mais une étape plus tardive de traitement des visages qui s'appelle la P400. Donc, cette réponse, vous voyez, est très différente suivant le contexte, mais par contre, ici, les topographies sont au moment de ce pic de la négativité initiale, et là, on ne voit pas cette adaptation. Donc là, on est en train de capturer chez le bébé de 3 mois une étape qui est différente de celle de l'adulte. Le cerveau du jeune enfant reconnaît tardivement la relation qui peut exister entre un profil et des yeux, mais son cerveau n'a pas encore internalisé au niveau des aires visuelles ce lien qui peut exister. Et il est probable donc que cette mise en liaison des différents profils ou vues d'un visage entre elles se produisent par apprentissage au cours des premiers mois de la vie. Il faut sans doute avoir expérimenté beaucoup de visages et des transformations des visages avant de les internaliser dans le cerveau de l'enfant. Donc on capture ici, à 3 mois, une étape dans laquelle le cerveau est encore en train d'apprendre et peut-être par apprentissage statistique est-il en train de mettre en liaison ces différentes vues possibles des visages. Alors pour le tester, j'oublie de mentionner que l'expérience avec le corps humain que je vous avais présenté au départ, où les stimuli d'adaptation sont non pas des visages mais des corps humains, ne marche pas. Les enfants ne font pas, en tout cas leur cerveau ne montre pas de différence entre voir un corps humain suivi d'yeux ou voir des voitures suivies d'yeux ou des maisons suivies d'yeux. Donc c'est clair que le cerveau de l'enfant ne fait pas toutes les mises en liaison qu'un adulte ferait. Mais est-ce qu'il peut apprendre à les faire? Et là, une expérience très jolie est proposée par Théa Gligard, vous voyez d'ailleurs la tête ici. L'expérience consiste à adapter l'enfant pendant quelques minutes à des stimuli qui peuvent lui permettre d'apprendre la mise en relation d'un visage de face et de profil, ce qui est après tout peut-être quelque chose qu'on ne voit pas si souvent que ça dans l'environnement. Donc ici, les bébés sont exposés à un petit film que vous voyez actuellement, dans lequel, de façon très explicite, on voit la transformation lente, adaptée à la lenteur peut-être du cerveau du bébé, entre un profil et un visage de face. Voilà, une autre expérimentatrice du même article. On va peut-être regarder. Ah oui, il y a toujours aussi l'idée d'attirer l'attention de l'enfant. Hein. Voilà, un troisième membre du laboratoire qui a contribué à ce film d'apprentissage de l'enfant, qu'on pourrait peut-être recommander à tous les enfants. Et 3 minutes d'exposition suffisent à modifier les réponses cérébrales. Donc la même exacte expérience qu'auparavant. En haut, vous avez donc les données sans familiarisation, qui sont les données que je viens de vous présenter. Donc on retrouve donc cette réponse de la P400 au contexte, donc profil suivi des yeux versus voiture suivi des yeux. Et cette fois-ci, les topographies vous montrent ce qui se passe au moment de cette P400, donc une réponse postérieure, des régions probablement visuelles, mais à une deuxième étape de traitement. Eh bien, cette réponse de P400 est avancée dans le temps après la familiarisation. Donc le cerveau de l'enfant reconnaît plus vite, après 3 minutes d'exposition, qu'il y a un lien entre un profil et des yeux vus de face. Et ça montre, d'une manière très élémentaire ici, que le cerveau de l'enfant est sensible aux entrées qu'il reçoit. Il est capable d'apprendre finalement assez rapidement de telles mises en liaison. L'hypothèse donc qui est faite ici, c'est que ce type de modèle interne n'est pas spontané pour l'enfant, mais demande un apprentissage. On va internaliser les statistiques du monde extérieur. Donc le cerveau de l'enfant serait capable très précocement de faire des statistiques, de repérer des régularités. Mais les régularités particulières qui sont celles de notre environnement demanderaient à être apprises. Et on sait d'ailleurs que le système de représentation des visages change profondément au cours de la première année de vie, avec particulièrement une adaptation au type de visage qui nous entoure et donc à la race, aux propriétés particulières des visages qui nous entourent.
Donc on sait que, par exemple, le cerveau de l'enfant, entre 6 et 12 mois, va commencer à s'adapter plus particulièrement au cerveau humain, au visage humain par rapport à des visages de primates non humains, comme des singes macaques, par exemple. Cette réponse n'est pas là au tout départ, mais elle semble survenir dans la première année de vie. Donc un apprentissage statistique, mais est-ce qu'on peut le prouver ? Et là, je voudrais citer une série d'études qui sont menées par Joe DiCarlo et leurs collaborateurs à Boston, qui testent tout à fait explicitement l'idée que, donc, comme le dit le titre de leur article, un apprentissage naturel non supervisé modifie très rapidement la représentation invariante des objets dans le cortex inférotemporal. Ils travaillent chez le singe macaque, et ils font des enregistrements cellulaires dans le cortex inférotemporal dans lequel on sait qu'existent des neurones qui sont remarquablement invariants. Si vous enregistrez un neurone dans le cortex inférotemporal du singe, vous allez peut-être trouver un neurone qui répond à un visage particulier, par exemple, et certains de ces neurones, au moins, vont être remarquablement invariants et vont décharger toujours pour le même visage, quelle que soit l'orientation ou la taille avec laquelle ce visage est présenté. Les travaux de Doris Tsao, notamment, tout récemment dans Science, montrent très clairement qu'il y a un patch, une petite région du cortex qui contient énormément de neurones qui ont cette capacité d'invariance par rotation et d'invariance pour la taille. Mais est-ce que cette propriété est apprise ? Toutes les expériences antérieures portent chez l'adulte, qui a déjà appris. Est-ce qu'on peut montrer qu'il y a vraiment un apprentissage de cette invariance ? Eh bien, l'expérience... oui, ça c'est plutôt pour... vous réveiller à nouveau un tout petit peu, mais on peut imaginer donc que ces neurones ont un champ récepteur qui combine à la fois le profil et le visage de face, qui est peut-être illustré de façon humoristique ici. Est-ce qu'on peut montrer qu'il y a un apprentissage statistique ? Eh bien, pour le tester, Lee et DiCarlo prennent des singes adultes, mais vont modifier les statistiques qui sont présentées à l'animal. Et ils vont le faire en tenant compte des saccades que fait l'animal. Alors c'est vraiment très astucieux. L'animal va regarder librement un écran et on va suivre ses saccades et savoir exactement à chaque instant où est-ce qu'il regarde. Et lorsqu'il regarde vers le milieu, on va choisir une certaine position sur sa rétine où on va manipuler les statistiques. Donc ici, dans la condition d'exposition normale, avec cette position vers le bas, tout se passe normalement, le singe fixe ici, un objet apparaît, c'est un bateau, le singe fait la saccade vers le bateau et il voit le bateau. D'accord ? C'est la situation normale qui arrive quotidiennement, peut-être 3 fois par seconde dans notre environnement. Nous voyons des choses en périphérie, nous allons les voir et elles ressemblent à ce à quoi elles doivent ressembler. La condition clé, c'est celle d'en bas. L'animal se promène son regard, à un moment, on choisit de faire apparaître à une autre position que tout à l'heure, vers le haut ici, un objet qui est le bateau, mais pendant que l'animal fait sa saccade, et vous savez qu'il y a une forme d'invisibilité pendant les saccades, on change l'image et on voit tout à fait autre chose. J'ai du mal à voir ce que c'est là, mais peut-être un sandwich, quelque chose comme ça. Une image qui n'a rien à voir. Alors, là, il y a quelque chose de tout à fait particulier pour le système nerveux, n'est-ce pas ? C'est d'avoir en périphérie une certaine image, mais d'avoir à la fovea une autre image. Ça correspond, dans une certaine mesure, à un changement de vue de l'objet. Les neurones qui vont être capables de répondre à cette image-là et à cette image-là sont complètement différents. Pourquoi ? Parce que ceux-ci sont en périphérie de la rétine et ceux-ci sont dans le centre de la fovea. Donc le problème du système nerveux n'est pas juste d'intégrer des informations à travers des angles de vue ou des tailles de vue, mais aussi tout simplement d'intégrer des informations à travers différentes positions du champ visuel. Et c'est l'invariance de position qui est testée ici. Mais qu'est-ce que va faire le cerveau de l'animal ? Eh bien, les auteurs montrent qu'après quelques heures d'exposition, quelques centaines d'essais dans cette situation, les neurones changent leur préférence. Et un neurone du cortex inférotemporal qui, normalement, comme c'est illustré ici, répondrait toujours à son objet préféré, donc peut-être le bateau, par exemple, prenons plutôt le sandwich. Imaginons un neurone qui réponde plutôt au sandwich et beaucoup moins au bateau. Eh bien, après, donc normalement, il a une invariance spatiale complète, donc quelle que soit la position de l'objet, il a cette préférence qui est maintenue partout. Après exposition à cette forme d'apprentissage tout à fait particulière, les réponses se renversent. Et le neurone se met à préférer la vue périphérique pour cet objet qui n'a aucun rapport, donc le bateau, et se met à ne plus du tout répondre à la vue périphérique de l'objet réel.
Ce que ça montre, c'est que les neurones qui réalisent notre invariance visuelle semblent apprendre des conjonctions tout à fait arbitraires. Si on y réfléchit, à vrai dire, il n'y a pas de relation manifeste entre les neurones qui répondent à un bateau dans notre fovea et les neurones qui répondent à un bateau dans notre périphérie. C'est une transformation qui doit être apprise. Eh bien, il semble bien qu'elle soit apprise sur la base simplement des statistiques et qu'on ne puisse pas finalement résister à l'envie d'apprendre que ces objets-là sont les mêmes lorsqu'on a toute l'évidence, en bougeant nous-mêmes les yeux, que c'est le même objet dans la mesure où c'est moi qui vais le fixer et il a les propriétés qu'il a lorsque je le regarde. Donc, les auteurs ici parlent d'un apprentissage temporel, lent et non supervisé. Ils supposent, et ça suit d'autres travaux, notamment de Tanaka et collaborateurs, et de Miyashita, qu'il y a une forme d'apprentissage dans lequel les neurones apprennent à représenter par la même assemblée de neurones des entrées sensorielles qui sont venues à des temps corrélés entre eux, des entrées sensorielles qui sont venues successivement dans le temps. Donc le même neurone viendrait à coder pour des entrées sensorielles qui se suivent de façon régulière. Et ça permettrait aux neurones ici dans cette expérience de coder pour des objets qui en fait sont complètement différents, mais qui se trouvent être en absolue succession avant et après la saccade. J'espère que c'est suffisamment clair, mais cette expérience suggère vraiment que dans le cortex inférotemporal, à assez haut niveau, la reconnaissance invariante des objets se fonde sur des statistiques de régularité temporelle, de succession des images, et en particulier la succession qui est liée au simple mouvement naturel, spontané de nos yeux vers la scène. Alors, je voudrais terminer le cours d'aujourd'hui en vous parlant d'un article extrêmement récent du groupe de Shimon Ullman et collaborateurs qui exploite, mais cette fois-ci d'un point de vue purement informatique, cette capacité d'apprentissage statistique non supervisée. Et essentiellement, le projet de Shimon Ullman, c'est d'essayer de créer une sorte de bébé virtuel, c'est-à-dire de montrer jusqu'où on peut aller avec des algorithmes d'apprentissage sophistiqués, contemporains, lorsqu'on reçoit des entrées sensorielles sous forme de films qui pourraient correspondre à l'environnement d'un organisme. Et est-ce qu'on peut montrer qu'un algorithme d'ordinateur sophistiqué est capable d'apprendre ce que le bébé apprend? Donc, Shimon Ullman est un spécialiste de l'informatique, mais ses travaux s'intéressent à reproduire par des algorithmes informatiques, qui pour l'instant ne sont pas des algorithmes neuronaux, des algorithmes artificiels, est-ce qu'on peut reproduire les formes d'apprentissage statistique qui surviennent chez le jeune enfant et jusqu'où peut-on aller? Alors, il pose la question de savoir si sur la base de simples vidéos, on est capable d'apprendre à y trouver des catégories naturelles qui deviennent très vite naturelles pour le jeune enfant, qui sont la reconnaissance des mains. Vous savez qu'il y a beaucoup de neurones du cortex inférotemporal qui répondent à la présence des mains et à différentes orientations des mains, et puis des neurones qui répondraient à la direction de la tête et du regard, qui est aussi une propriété extrêmement importante pour certains patchs de neurones dans le cortex inférotemporal du singe. Donc, est-ce qu'on peut apprendre ces propriétés juste avec un modèle qui n'a aucun biais particulier pour ces catégories, mais qui est exposé à des films dans lesquels on voit des mains, des visages, des objets? Alors, le premier résultat de Shimon Ullman, c'est que non. Un algorithme strictement non supervisé, standard, qui est capable d'extraire des objets et de faire des statistiques sur les objets, ne traite pas de façon particulière les mains ou la tête. Donc, si les enfants traitent ces objets de façon particulière, c'est que peut-être il y a un biais dans l'apprentissage. Et ce qui est intéressant dans le travail de Shimon Ullman, c'est d'essayer de mettre le biais le plus minimal possible qui puisse permettre à l'enfant de reconnaître ces catégories d'objets dans des vidéos. Alors il dit, et les auteurs proposent ici, que l'apprentissage peut être guidé par un mécanisme inné, mais tellement élémentaire que c'est tout à fait possible de supposer qu'il soit inné. Ce mécanisme serait la détection d'événements, de mouvements, ce qu'ils appellent des movers, dans lesquels une zone de l'image cause le mouvement d'une autre. Donc il y aurait, si cette hypothèse est correcte, c'est un pur modèle théorique, mais il y aurait très précocement la capacité de détecter une forme minimale de causalité qui est calculable automatiquement dans les images, qui est qu'il y a une zone qui se déplace et à un certain moment il y en a une deuxième qui se déplace. Vous savez que la détection du mouvement dans des images vidéo est tout à fait faisable facilement. On a de bons modèles aussi de la manière dont ça peut être fait du point de vue neuronal dans la région MT en particulier. Et donc Shimon Ullman et leurs collaborateurs et ses collaborateurs implémentent un mécanisme de détection de la causalité du mouvement. Alors, je vous montre cette vidéo ici, qui est donc ce mécanisme inné.
ça vous montre le genre de vidéo qu'il présente aussi. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'un objet en déplace un autre, c'est colorié en rouge parce que le modèle a détecté une instance de causalité du mouvement. Par exemple ici, hop. Là, il n'y a pas de causalité apparente, mais là, vous voyez, la balle a tapé la voiture et on observe une détection d'un événement causal. Alors, on peut constater que dans ces vidéos naturelles, il y a beaucoup d'événements où la causalité est due aux mains. Donc, l'idée de Shimon-Ullmann, c'est si j'attire l'attention de l'apprentissage sur les moments d'interaction causale, eh bien, ça va biaiser l'apprentissage vers les mains. Finalement, ce qu'il montre, c'est qu'un algorithme standard d'apprentissage non supervisé, mais biaisé pour apprendre ce qui se produit lors de ces moments particuliers d'interaction causale du mouvement, va apprendre les catégories de mains. Et donc, c'est une avancée informatique qui est non négligeable. Je reviens à mes diapositives. De guider donc un apprentissage non supervisé par ces événements et d'arriver à extraire des sortes de proto-concepts sur la base de ces événements qui seraient importants pour l'organisme. Alors, le résultat est extrêmement élégant, hein, et à mon avis une avancée importante en vision par ordinateur. On donne au modèle 30 vidéos non étiquetées d'une durée totale de seulement 65 minutes, et en sortie, le modèle est capable, par apprentissage, de détecter qu'il y a des mains, qu'il y a du regard, et détecter l'orientation du regard. Donc, je vous montre l'exemple des mains. On va le mettre en grand, peut-être. C'est assez impressionnant de voir qu'ensuite, sur des vidéos qui ne sont pas du tout de la même nature que celles de départ, celles de l'apprentissage, le réseau est capable de reconnaître la main dans toutes ses orientations possibles, ou presque, avec beaucoup de mouvements, des présentations assez rapides, main gauche, main droite. Vous voyez qu'une forme de détecteur invariant a été créée ici dans le réseau sur la base de très peu d'apprentissage. Essentiellement, le réseau apprend toutes les vues possibles de la main et les met ensemble. Comme tout à l'heure, on pensait que le cortex inférotemporal le faisait. Donc un détecteur de main qui pourrait correspondre à ce qui existe dans notre cortex inférotemporal, et puis un détecteur de la détection du regard. Alors comment ça marche? Eh bien, le système fait l'hypothèse qu'il faut rechercher des liens entre certains éléments de l'image et l'endroit où s'est produit l'événement de causalité du mouvement. Cet endroit est un endroit particulier et il est naturel de penser que la personne qui réalise le mouvement y fait attention. Si on introduit cette hypothèse dans l'apprentissage, on obtient automatiquement un système qui détecte les visages, parce que ces visages sont corrélés avec l'endroit où se passe le mouvement, et qui détecte l'orientation du visage. Alors là encore, je vais vous montrer la vidéo. Je crois que sur la vidéo, on voit l'ensemble des événements qui sont détectés simultanément. Donc vous avez à la fois l'orientation de la tête et du regard du sujet. Vous voyez que c'est un peu statistique, hein, ça ne marche pas de façon parfaite, mais sans doute chez nous non plus. Et en même temps la détection de la main et en même temps la détection des événements de causalité. Voilà, donc c'est peut-être un modèle pas totalement inapproprié de ce qui se passerait dans le cerveau d'un jeune enfant. En quelques mois d'exposition, il a eu beaucoup de données qui suffiraient à apprendre ce type de relation. Dans l'image qui est ici, vous voyez les différents auteurs de l'article, et notamment Shimon-Ullmann lui-même qui a contribué à ces vidéos ici. Voilà, alors je conclus donc le cours d'aujourd'hui. Je pense qu'on a vu beaucoup d'expériences dont il faut bien souligner qu'elles sont encore disparates. Elles portent sur des âges souvent différents. On appelle ça le bébé, mais on va depuis le prématuré jusqu'à l'enfant de 8 mois ou de 12 mois, donc il faut faire très attention aux âges qui sont quand même très différents dans ces expériences. Donc ce que je vous propose comme conclusion, c'est clairement une généralisation, peut-être encore un peu abusive, sur la base de résultats expérimentaux épars. Mais il me semble vraisemblable, sur la base de ces données, que d'abord, dès le plus jeune âge, peut-être dès la naissance, peut-être même avant la naissance, les très jeunes enfants disposent déjà de mécanismes prédictifs. Ces mécanismes sont capables d'internaliser des relations spatiales et aussi temporelles
entre les entrées sensorielles qu'ils reçoivent, donc de coder des séquences d'images ou des séquences de sons, et de les utiliser pour prédire les entrées futures. Et il semble que ce mécanisme de prédiction et de détection de la nouveauté soit absolument fondamental dans le système. Tous les systèmes sensoriels, et peut-être même des systèmes non sensoriels, on parlera peut-être plus tard de la réponse de la N400, par exemple, qui est une organisation sémantique, mais qui répond aussi à la nouveauté. Donc on a l'impression que beaucoup de systèmes corticaux, sinon tous, manifestent des réactions de surprise lorsqu'un événement non prédit survient. Cette réaction de surprise serait un signal de mise à jour du modèle interne, donc un aspect essentiel de l'architecture statistique du cerveau. Deuxième conclusion, l'extraction de ces régularités statistiques dans un système qui est organisé de façon hiérarchique, avec des algorithmes d'apprentissage non supervisés, permet d'apprendre à détecter des catégories et pas seulement des événements sensoriels de bas niveau. On peut apprendre des informations extrêmement abstraites par la propagation de ces signaux d'erreur, et donc même des catégories comme tous les visages ou toutes les mains, quelle que soit la vision particulière qu'on puisse en avoir, peuvent être reconnues de façon invariante par un tel mécanisme. Voilà, je vous remercie de votre attention.